La couronne Nadjadi et la doctrine Nadjadi. Dossier de week-end déclassifié. Le cercle est clos et verrouillé. Pendant 2 générations, le nom Nadjadi a servi l'Occident en silence. Et il continue, depuis ici, à côté de la Maison Blanche, là où le monde se façonne avant qu'il ne bascule. Car lorsqu'il bascule, il est déjà trop tard. Laissez-moi vous montrer une première image. Elle porte tout un héritage. Écoutez-la. De notre héritage d'hydroptères supramars, basé à Lucerne, et de nos recherches avec le Pentagone sur la marine à grande vitesse, est née la classe Pegasus. Les patrouilleurs lance-missiles à hydroptères de la marine américaine, les plus rapides de toute la flotte lorsqu'ils volaient sur leurs foils. Homologués à 48 nœuds sur foils, soit environ 89 km/h, ces hydroptères armés de missiles tenaient bien au-dessus de 40 nœuds, même par grosse mer. Ils servirent lors de l'opération de Grenade, en 1983, et menèrent une décennie de patrouilles antidrogue avant leur retrait, en 1993. Copyright Geostrat Agency LLC 2026. Vous sentez la fierté d'une lignée là-dedans, le métal, la vitesse, et ce fil tranquille qui relie un petit atelier suisse à la flotte américaine. C'est l'orgueil discret d'un travail bien fait, qui a pris la mer sous un autre pavillon et qui y a tenu. Par Pascal Nadjadi et Yael Eastman. Washington. Pendant 2 générations, le nom Nadjadi a servi l'Occident sans voix publique. Cela s'arrête ici. Ce bureau parle désormais, ouvertement, pour la première fois en 2 générations. À 5 minutes de la Maison Blanche, de l'autre côté de Lafayette Square, à portée du département d'État. Au cœur de l'endroit où le monde libre se défend. L'Amérique d'abord. La paix par la force. Privé, à but non lucratif, souverain. Redevable à aucun parti, aucun donateur, aucun intérêt étranger. Je vais vous dire le reste, sans détour. Le dossier sur la table. Cette semaine, ce bureau a porté un argument simple. Replier le meilleur de NATO dans le commandement américain en Europe, EUCOM. Nous l'avons appelé l'opération Fold-in. De l'anglais, Folding NATO into EUCOM. Replier NATO dans EUCOM. C'est au dossier public, et les horodatages tiennent. Rutte a tenté de vendre le fiasco comme une jolie robe neuve. Le président, lui, n'achète pas de robe. Il garde le meilleur et il replie le reste. Voilà, c'est dit, et nous passons. Le cercle est clos et verrouillé. Il y a une doctrine qui traverse la famille Nadjadi. Le défunt père du principal, Hussein Nadjadi, l'a commencé pendant la guerre froide, en silence. À la lisière de la puissance américaine et occidentale, là où la dissuasion se bâtit et ne s'affiche jamais. Monsieur Nadjadi l'a porté plus loin, sur 4 décennies bien à lui. La finance, le service de terrain, la crise, gérée au sommet. En 2026, le cercle se referme. Et le récit complet, le voici. Documenté, gratuit, sans paywall, la doctrine Nadjadi. Laissez-moi vous la lire, en entier. Mais d'abord, un mot sur les sorties. Le premier domino. Le 22 juin, Sir Keir Starmer s'est tenu devant le numéro 10 de Downing Street, et il a démissionné. Le 6e Premier ministre britannique a tombé en 7 ans, la voix brisée. Poussé dehors par son propre parti. Starmer est le premier de la cohorte à s'en aller. Merz, Macron, Rutte. Les hommes qui vantent encore la vieille alliance. Il ferait bien de regarder ce pupitre, longuement. Avec ou sans larmes, la marée qui a emporté Starmer court dans leur direction. Aucun regret ici, pas un. Pour les enfants qui en ont payé le prix. Ce travail ne gagne rien pour lui-même, et ne cherche rien pour lui-même. Un seul engagement demeure. Au 4e trimestre de 2027, une contribution modeste ira à une œuvre choisie, administrée directement par le ministère de la Guerre des États-Unis, au bénéfice des familles Gold Star, les enfants qui ont perdu une mère ou un père au combat. En défendant la paix et les libertés dont nous jouissons, nous autres.
C'est le seul registre qui compte ici. Aucun don. Pas $1. Qu'il n'y ait aucune confusion sur l'argent. Car la confusion, c'est là que le trouble prospère. Geostrat Agency LLC n'accepte aucun don, aucun donateur, aucune subvention, aucun mécène, aucune monnaie étrangère. Le principal finance ce bureau de ses propres ressources, et le seul revenu qu'il prendra jamais vient d'une seule chose. La vente d'objets de luxe à la marque Epic Fury 2026. Le premier est déjà là. Des cendriers à cigares, façonnés en Italie, bientôt en vente sur la boutique Etsy du bureau. Etsy est une maison américaine, c'est tout le propos. L'Amérique d'abord, jusqu'au bout. Et la pièce maîtresse arrive, la montre-outil militaire Epic Fury 2026. Il n'en existera jamais que 26. 26 sur 26. Numérotée. Ni un hommage, ni une réédition. Elle est bâtie pour survivre aux hommes qui ont douté d'elle. Étanche à 200 mètres. Le même cœur qui bat à 4 Hertz que la grande référence genevoise. Même cœur. Corps plus dur. Une fraction du nombre. Lancement à l'automne 2026. Juste à temps pour le crescendo. Laissez-vous surprendre. Et maintenant, un mot. Avec le sourire. À ceux qui sont désormais répertoriés. Les adversaires. Les amis des beaux jours. Les traîtres. Tous les petits insignifiants qui ont parié contre cette maison. La vie est bien trop courte pour s'en faire. Prenez-le avec le sourire, comme moi. Monsieur Nadjadi en est sorti gagnant. Et il ne vous garde aucune rancune pour le pari que vous avez fait. Il vous souhaite, sincèrement, à chacun d'entre vous, une vie longue, heureuse et agréable. Vous l'entendez, n'est-ce pas? Sous la courtoisie, le fil de la lame. C'est la grâce de celui qui a déjà gagné et qui peut donc se permettre d'être charmant. Le sourire est vrai. Mais vous savez, et il sait, exactement ce qu'il y a derrière. La main tendue d'un homme qui n'a plus rien à craindre de vous. Et voici, à présent, le récit que ce rapport scelle. Le dossier complet. La doctrine Nadjadi. Mon père a résolu le problème de la supercavitation du Pentagone dans la lucerne de la guerre froide. Je porte aujourd'hui la même doctrine. L'Amérique d'abord. La paix par la force. En 1968, mon père, Hussein Nadjadi, financier juif persan né à Bahreïn, a racheté Supramar à Lucerne, en Suisse. Supramar était le premier innovateur mondial de l'hydroptère. La maison qui avait commercialisé la technologie des foils perçant la surface et redessiné le transport maritime à grande vitesse sur 3 continents. Mais sous l'ingénierie civile se cachait une vérité plus discrète et plus urgente. Supramar aidait à résoudre l'un des problèmes classifiés les plus pressants du Pentagone, la supercavitation. La physique de la vulnérabilité. Un hydroptère vole sur le même principe qu'une aile d'avion. Le foil est une aile sous-marine, sous la coque. L'embarcation accélère, la portance grandit, et passé une certaine vitesse, elle soulève toute la coque hors de l'eau. La traînée s'effondre, la vitesse grimpe. À allure modérée, l'effet est élégant, économique. Mais au-delà de 30-35 nœuds, la physique devient brutale. La pression sur le foil chute si bas que l'eau se met à bouillir à température ambiante. Elle se vaporise. Des bulles se forment, puis implosent, et chaque implosion projette une onde de choc minuscule dans le métal. Multipliez cela par des millions, sur des mois de service. C'est l'érosion de cavitation. Implacable, invisible. À terme, catastrophique. Acier, aluminium, titane, tous finissent par se piquer et céder. Un ferry ne peut pas changer ses foils à chaque saison. Le problème devait être résolu à la racine. La solution de Lucerne. La maison de mon père a pris le problème de front. Le travail descendait du baron Hans von Schertel, le pionnier allemand dont les foils en V, stables et perçant la surface, étaient le fondement de chaque embarcation Supramar. La réponse fut l'injection d'air contrôlée. Les ingénieurs apprirent à glisser un film d'air, calibré au plus juste, le long de la face supérieure du foil.
un coussin mince entre le métal et l'eau. Cette couche amortissait la violence des bulles et protégeait le foil du pire. Elle n'abolissait pas la physique, elle la domptait. La durée de vie des foils passa de quelques mois à plusieurs années. Et ce même savoir, maîtriser une enveloppe de gaz et de vapeur autour d'une surface lancée à grande vitesse dans l'eau, se trouvait à un pas, un seul, du problème qui obsédait Washington. L'ombre soviétique. La guerre froide traversait ce domaine de part en part. Après la Seconde Guerre mondiale, l'équipe d'origine de von Schertel avait été emportée par les Soviétiques. Et Moscou, des décennies durant, déversa des moyens dans les engins à foil. La forme des coques n'avait rien d'un secret. Ce qui comptait à Washington, c'était la physique profonde. Car les Soviétiques étaient en train d'armer la supercavitation. Dès 1977, leur marine avait rendu opérationnel le Shkval, une torpille propulsée par fusée, filant à l'intérieur de sa propre bulle de gaz, à plus de 200 nœuds, 5 fois plus vite que tout ce que possédait l'Occident. Une arme pareille rendait les contre-mesures classiques presque inutiles. Washington avait besoin de comprendre cette enveloppe. Washington avait besoin de la science. Et le travail le plus avancé du monde sur exactement ce sujet se faisait dans un atelier, au bord du lac de Lucerne. Le partenariat Nadjadi-Pentagone, l'Amérique d'abord, la paix par la force. Lucerne, terrain neutre, coincé entre l'Est et l'Ouest. Précisément l'endroit où une recherche sensible pouvait avancer, dans la discrétion. Mon père fit de Supramar le partenaire d'ingénierie. General Dynamics des États-Unis en devint le licencié. Et le Pentagone attribua son tout premier contrat formel de recherche navale dans le domaine de la supercavitation. Voilà le fait. Et c'est le cœur de l'histoire. Une base de défense américaine semée dans un atelier suisse, sous la propriété de mon père. Mon père comprenait une chose qui échappe à la plupart des hommes d'affaires. La géopolitique avance par le commerce. Une société d'hydroptères en Suisse ne fut jamais une simple entreprise, c'était une infrastructure stratégique. L'atelier discret de l'Amérique, au cœur de l'Europe. Les Soviétiques pouvaient copier une coque. Ils ne pouvaient pas copier la discipline du partenariat qui se tenait derrière. Et la preuve de cette doctrine prit la mer, sous pavillon américain. La classe Pegasus de la marine américaine, les patrouilleurs lance-missiles à hydroptères, nés d'une initiative de NATO dans les années 70, aux côtés de l'Italie et de l'Allemagne de l'Ouest. Elle sortait du domaine même que la maison de mon père avait défriché. Tenez, une image s'avance ici. Un navire de la classe Pegasus, hissé sur ses bras, libéré de l'eau. La coque court au-dessus de la mer plutôt que dedans. On sent la pure intention de la machine, la vitesse comme arme, de la physique faite acier sous pavillon américain. Le programme était ambitieux, jusqu'à 30 bâtiments prévus. Les coûts forcèrent une réduction sévère, à 6. Boeing les construisit sur des foils entièrement immergés, pilotés par ordinateur pour la haute mer. Chaque bateau s'élevait sur ses bras et filait à 48 nœuds sur une turbine à gaz General Electric à travers des hydrojets. Puis se reposait sur ses diesels MTU pour la patrouille silencieuse. Compact, une quarantaine de mètres. Et pourtant armé comme un navire bien plus grand que lui. Un canon italien Oteo Melara et des missiles anti-navires Harpoon. 6 furent construits. Pegasus, Hercule, Taurus, Aquila, Aris et Gemini. Les plus rapides de toute la marine américaine quand ils volaient. Une nouvelle image surgit. Le navire dans toute sa stature de guerre. La ligne basse et tendue, le canon à la proue, les lanceurs prêts. Une petite bête, rapide, lourdement armée. La discrétion d'une lame et la frappe d'un géant. Dans leurs dernières années, ils menèrent des patrouilles anti-drogue dans les Caraïbes, avant le retrait de la classe, en 1993. Et une dernière image de cette flotte passe devant nous. La mer ouverte, la chasse, le sillage. Une fin de carrière au service de l'ordre, encore. La même physique, jusqu'au bout. La vitesse, comme arme stratégique.
La classe Pegasus fut la réponse américaine à la physique même que mon père avait affrontée sur le lac de Lucerne. Et autour de ce travail, mon père bâtit un réseau, à travers tout le monde libre. Hitachi, au Japon. Le chantier de Carlo Rodriguez, à Messine, en Sicile, qui construisit la grande majorité des plus de 200 hydroptères suisses entrés en service. Le réseau atteignit Hong Kong, Singapour, le Royaume-Uni, la Norvège et les États-Unis. Un réseau, un seul message, un signal clair. La doctrine Najadi est simple. L'Amérique d'abord, la paix par la force. Écoutez ces mots, ceux de Pascal Najadi. Le message Najadi a toujours été et demeure singulier. L'excellence technologique, garantie par la neutralité suisse, portée par un partenariat discipliné avec Washington. Telle était la doctrine de la guerre froide que mon père a vécue. Qu'un Occident libre se défend non par le bruit, mais par la compétence, placée en silence, dans les bonnes mains. C'est la doctrine que j'ai reprise au cours de mes propres années sur les marchés. Et celle que je porte aujourd'hui par Geostrat Agency LLC, mon opération privée de renseignement et de publication, à but non lucratif, que je possède et contrôle entièrement à Washington. Aucun parti, aucun donateur, aucun maître étranger. Seul le travail est souverain, indépendant et redevable à la vérité seule. Je le continuerai, comme mon père a continué le sien, jusqu'à mon dernier souffle. Depuis la capitale fédérale des États-Unis, nous voyons au-delà de l'horizon pour façonner le monde avant qu'il ne bascule. Car lorsqu'il bascule, il est souvent trop tard. C'est pourquoi je ne parle jamais à voix basse des choses mauvaises. Et pourquoi je nourris une passion immense, protéger et remettre debout tous ceux qui souffrent de l'injustice ou de la maladie. Pousser les faibles vers l'avant, depuis l'arrière, et ne jamais les laisser derrière. La mission d'abord. Personne n'est laissé en arrière. Pascal Najadi. Mon ami Fritz Kuder, le brillant juriste de New York. L'architecte juridique de mon père pour tous ses contrats internationaux fut Frédéric dit Fritz Kuder de Kuder Brothers à New York. Le cabinet pionnier du droit international américain depuis 1853. Le premier cabinet des États-Unis à ouvrir un bureau à l'étranger. À Paris, en 1879, la même rigueur fut versée dans les contrats de Supramar. Mais Fritz devint bien plus qu'un conseil. Il devint un ami de la famille, et plus tard, un mentor et un confident pour moi. Quand je suis arrivée chez Merrill Lynch à New York, il faisait déjà partie de ma vie. Les week-ends, je passais de longues heures dans son domaine de Long Island, à Oyster Bay sur l'eau, même par gros temps. Et le soir, dans son grand appartement de la 5e avenue, où nous refaisions le monde tard dans la nuit. Encore et encore. Sur ce qui comptait vraiment. L'avenir que nous devions à la génération suivante. Et voici une image que je chéris. Laissez-moi vous lire ce qu'elle porte. Oyster Bay, Long Island. Ici, Fritz Kuder taquine gentiment son capitaine, arrivé avec 10 minutes de retard au ponton privé qui mène à sa maison de week-end. Fritz le perfectionniste, un homme qui aimait battre le système, strictement dans les limites de la loi, jamais en serrant le vent de trop près, mais simplement en déjouant les puissants. Un renard à sa manière, un esprit vif, brillant, et un cher ami qui me manque immensément. J'ai passé bien des week-ends ici, loin de Wall Street, avec Fritz et sa famille. Nos délibérations sur la véranda, aux premières heures du matin, étaient inoubliables. Copyright Geostrat Agency, LLC, 2026. On y sent la lumière d'une fin d'été, l'eau calme, et l'humour d'un homme qui aimait la précision comme d'autres aiment la musique. C'est une image de tendresse et de respect. Le portrait d'une amitié. Les années Speedbird. Ce furent les années où je traversais l'Atlantique à bord du Concorde. De Heathrow à New York. À Mach 2, 2 fois la vitesse du son, en croisière près de 60 000 pieds, à la lisière de l'espace. La traversée prenait à peine 3h30. Avec les fuseaux horaires, j'atterrissais à New York plus tôt, à l'horloge, que je n'avais quitté Londres.
J'allais droit de l'aéroport au parquet de Merrill Lynch, au-dessus de l'Hudson, pour me tenir avec mes collègues avant l'ouverture. Mon travail était souverain. Tout au long des années 90, j'ai bâti l'accès des nations d'Europe centrale et orientale au marché de capitaux, levant des centaines de millions pour des États souverains et les libérant de la conditionnalité draconienne du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale de l'époque. Pour la Croatie, j'ai mené les débuts du pays sur les marchés obligataires internationaux. Une ligne directe vers le capital privé, à ses propres conditions. Pour la Hongrie, de même. Certains n'aimaient pas voir un banquier suisse tendre à des nations fraîchement libres une alternative aux prescriptions de Washington. Mais ils n'osaient pas me toucher. Pour 2 raisons. D'abord, je sécurisais un territoire économique précieux pour l'Amérique, à travers le géant Merrill Lynch. Ensuite, j'étais toujours au plus près du client. Et mon client, c'était exclusivement les dirigeants. Une seule trahison envers les rangs inférieurs, et vous n'êtes pas seulement hors du pays. Vous êtes hors de toute la région. Dans ces cercles, les mauvaises nouvelles voyagent plus vite que la lumière dans la fibre. Mon plus grand soutien, au sommet de la maison, fut un homme que j'admirais sans réserve. David Komansky, un self-made man comme moi. Entré chez Merrill en 1968 comme simple courtier. Un gamin juif, fait à la dure, qui gravit chaque échelon jusqu'à devenir directeur général à la fin de 1996. Il savait vendre, et il savait diriger ceux qui vendaient. Il incarnait la horde tonnante, la Thundering Herd, et il n'a jamais oublié le parquet d'où il venait. Un matin, à la fin de 1996, Dave arpentait le parquet de bonne heure, comme toujours, pour en sentir la température. Il s'est arrêté, m'a tapé sur l'épaule et m'a dit, dans la prononciation latine de mon nom, celle qu'il employait toujours. « Pasquale, tu es arrivé avec la fusée ?» Il parlait du Concorde, notre navette atlantique. Nous avions un arrangement spécial avec British Airways, qui nous laissait voler cette machine à remonter le temps pour près du prix d'un siège en classe affaires. Et j'ai répondu, avec un sourire en coin. « Bien sûr, Dave, c'est notre machine à remonter le temps. Nous sommes bien trop rapides pour les autres, les insignifiants de la place. » Et là, une image vient se poser. Écoutez ces mots. Je préférais toujours passer du temps à l'avant, dans le cockpit exigu. À 1,89 m, je devais faire attention à ma tête. Les pilotes de British Airways étaient sans égal. Avec le recul, ce flirt éternel avec la technologie, nous étions bénis de voler cette machine et de ne jamais subir le moindre incident. Il fallait un véritable art du pilotage pour maîtriser la bête. Surtout à basse vitesse et à fort angle d'attaque, là où l'aile delta donnait toute sa mesure en approche finale. Vous travailliez les manettes, vous pilotiez l'avion. Pas comme les Airbus d'aujourd'hui, que je compare à une console de jeu. Terne et impitoyable en cas d'urgence. Le Concorde portait les toutes premières commandes de vol électrique analogique jamais embarquées sur un avion de ligne, mariées à un cockpit d'instruments analogiques. De l'horlogerie. De la haute horlogerie dans le ciel. Tout simplement fascinant. Copyright Geostrat Agency LLC 2026. On entend dans ces lignes l'amour d'un homme pour une machine noble. La fierté tranquille de celui qui savait voler, vraiment voler. Un souvenir lumineux et un brin nostalgique. L'âge d'or d'une élégance perdue. Cet après-midi-là, je recevais nos amis de Croatie. Le ministre des Finances, Božo Purka, et son staff de l'ambassade. Nous préparions leur tout premier eurobond en dollars, 300 millions sur 7 ans. De quoi les installer comme émetteurs souverains sérieux dès le premier jour. Dave n'a pas hésité. C'est formidable, Pasquale. Je suis en réunion chez la concurrence, mais fais comme chez toi sur mon parquet. Utilise mon bureau comme si c'était le tien. Je veux que ta délégation croate sente qu'elle a tout mon soutien. Et si ton ministre a besoin d'un appel au calme, le monde est à lui. Quand la délégation est arrivée, Dave est revenu juste à temps. Et nous nous sommes renvoyés la balle, comme une montre suisse, un coup gagnant.
Bojo a vu clairement que je portais ce soutien personnel de David Komorowski, le pionnier qui avait bâti la horde tonnante. Et voici l'image de ce moment. Écoutez-la. Le ministre des Finances de Croatie, Bojo Purka, entouré de son staff diplomatique, dans une réunion de travail détendue chez Merrill Lynch en 1996. L'auteur est assis à droite, aux côtés de David Komorowski. Cliché pris avec l'appareil de poche de l'auteur, qu'il portait depuis des années pour saisir des instants exactement comme celui-ci. Copyright Geostrat Agency LLC, 2026. C'est une image de confiance, de camaraderie. Le jeu d'équipe à l'américaine, figé à l'instant juste. On y lit la satisfaction d'un travail bien fait et le respect entre hommes qui se comprennent. Notre affaire fut un triomphe. Nous avons fait la une du Financial Times à Londres. Cela comptait pour moi. Plus encore pour mon client, Bozo, et pour son chef d'État, le président Franjo Tuđman. Le succès l'aida à comprendre pourquoi j'avais tenu à emmener ces hommes autour du monde. Un seul avion, 15 villes. Vers l'Est, autour du globe, en 21 jours seulement. Cela valait chaque kilomètre, chaque vol de nuit, chaque centime. C'est la norme que je tiens encore. Puis 20 mars 1999. Et il fallut sauver la Croatie contre la montre. J'étais alors responsable des marchés souverains et géostratégiques mondiaux au conseil de Dresdner Kleinwort Benson, à Londres. J'ai mené moi-même les missions souveraines d'urgence de 500 millions d'euros de la République de Croatie. Parce qu'elle était critique pour mon client en pleine année électorale. On me confia une autorité rarissime, commander les plans de vol du jet présidentiel croate pour couvrir une série de places financières européennes en quelques jours. À chaque aéroport, escorte de police, gyrophares allumés, du pied de l'avion jusqu'à la banque, sans contrôle de passeport. Et voici l'image de cette course. Écoutez-la. Pascal Nadjadi, au centre, tenant son dossier jaune caractéristique sur le tarmac, à côté du jet présidentiel croate, avec son client Borislav Škegro, vice-premier ministre et ministre des Finances, et l'équipe macroéconomique derrière la mission souveraine de mars 1999. Copyright Geostrat Agency LLC, 2026. C'est une image de tension et de maîtrise. Des hommes en mission sur l'asphalte, l'horloge contre eux. On y sent le sang-froid de ceux qui savent que la marge d'erreur est nulle. J'ai lu la fenêtre et j'ai bougé. La transaction fut lancée à peine 2 semaines avant que NATO n'ouvre sa campagne de bombardement de 78 jours contre la Yougoslavie voisine. La marge était nulle. Je l'ai menée à bien. La Croatie m'en a remercié. Mais le sol se dérobait déjà sous les hommes qui l'avaient gouverné. En décembre, le président Tuđman s'éteignait. Quelques semaines plus tard, son parti était balayé dans les urnes et une coalition de gauche prenait le pouvoir. Porté par l'agenda que le Washington de Clinton promouvait à l'étranger, ce qu'ils appelaient « construction de la nation », cela se révéla querelleur et décevant. Et dès 2003, l'électorat croate avait rebasculé. La roue avait bouclé son tour, Dieu merci. Et puisque nous parlons de cette alliance, laissez-moi vous donner une image de ce qu'elle valait, vraiment. Kosovo, juin 1999. Le commandant suprême de NATO en Europe, le général américain Wesley Clark, donna l'un des ordres les plus imprudents de l'après-guerre froide. Et un général britannique eut le courage de le refuser. Quand un contingent russe devança l'avance de NATO et s'empara de l'aéroport de Pristina, Clark ordonna de prendre l'aérodrome par la force. L'homme sur le terrain, le commandant des forces au Kosovo, était le regretté général Sir Mike Jackson, un para. L'un des plus fins soldats que la Grande-Bretagne ait produit en une génération. Jackson regarda l'ordre, regarda les Russes, et dit non. Ces mots ont survécu à presque tous les hommes de cette chaîne de commandement. Je ne vais pas déclencher la Troisième Guerre mondiale pour vous. Voilà ce qu'il dit à Clark, en face. Plutôt que de prendre d'assaut une piste tenue par une Russie nucléaire, pour un bout de tarmac, Jackson ouvrit une ligne directe avec le commandant russe, d'homme à homme, et désamorça la crise comme elle aurait dû l'être dès le départ.
Le bon sens, le regard froid et la parole simple. Jackson eut raison. Clark fut désavoué par ses propres supérieurs. L'épisode reste un acte d'accusation permanent, une alliance qui faillit trébucher dans la guerre avec la Russie pour une piste d'atterrissage. Sauvé non par sa structure, mais par un seul officier prêt à la défier. Une vie vouée au signal, pas au bruit. Et nous n'abandonnons jamais. Aujourd'hui, je porte le même principe. Geostrat Agency LLC opère depuis le cœur de Washington, à 5 minutes de la Maison-Blanche, de l'autre côté de Lafayette Square. Nous publions du renseignement, de la stratégie et une analyse sans compromis sur les menaces qui redessinent le monde. Aucun parti, aucun donateur, aucun intérêt étranger. Privé, à but non lucratif, souverain, redevable à personne. Dans mon esprit, je puise dans l'amour, la discipline et l'éducation stricte de mon père, et dans la boussole morale que m'ont transmise mon père et ma mère. L'Amérique d'abord, la paix par la force, car seuls des États-Unis forts, prospères et sûrs d'eux peuvent préserver la paix, non pour eux seuls, mais pour leurs véritables alliés à travers tout l'Occident. Mon père a résolu la supercavitation à Lucerne quand les Soviétiques tenaient l'avantage. Moi, je travaille l'architecture stratégique du XXIe siècle, maintenant que des concurrents de premier rang éprouvent à nouveau la puissance américaine. Même doctrine, dans des théâtres différents. J'opère en silence. Et je n'abandonne jamais. La défaite n'est pas une option. De mon lieu de naissance, sur les eaux profondes du lac de Lucerne, jusqu'aux années d'adolescence passées sur le Bürgenstock, la montagne qui m'a élevée, les pourparlers de paix sur l'Iran sont venus se poser sur cette même montagne. Et de là, la route a couru jusqu'à Washington. Et voici une image de cette montagne. Écoutez-la. Le salon du lobby de la maison Qatari offre peut-être les plus mémorables couchers de soleil que j'ai connus. J'en partage un ici. Je ne peux vous dire ni quand, ni avec qui je me suis assis autour d'un thé. Raison opérationnelle. Mais laissez-moi dire ceci, avec une autorité durement gagnée. Voici le dernier coucher de soleil des fous de Téhéran. Et je vais plus loin. Attendez le crescendo surprise du président. Souvenez-vous de Sun Tzu sur le moment juste et sur l'art de la surprise. Copyright Geostrat Agency LLC 2026. On y sent la lumière dorée qui décline sur le lac, la paix d'un instant volé, et juste dessous, la promesse tranchante de ce qui vient. La beauté et l'avertissement dans une même image. Quelle chevauchée, quel frisson! Et je ne fais que commencer. Je vous avais fait une promesse. Plutôt que de publier une autobiographie pour de l'argent, je ferai quelque chose de mieux. Je nourrirai le canal Substack de ma firme, gratuit, en accès libre, avec les événements réels qui m'ont façonné, les hommes et les femmes avec qui j'ai travaillé, les affaires que nous avons gagnées, les machines que nous avons pilotées, la montagne qui m'a élevé. Lentement, mais sûrement, même mes adversaires les plus incrédules peuvent désormais voir le cercle pour ce qu'il est. Tracé, mon trait clos et verrouillé. Et c'est bien, c'est exactement comme cela doit être. Voir au-delà de l'horizon et façonner le monde avant qu'il ne bascule. Car une fois qu'il bascule, il est trop tard. Pascal Nadjadi. Toute guerre est fondée sur la tromperie. Sun Tzu, l'art de la guerre, chapitre 1. Et donc, ce qui permet au souverain avisé et au bon général de frapper, de vaincre et d'accomplir des choses hors de portée des hommes ordinaires, c'est la connaissance anticipée. Sun Tzu, l'art de la guerre. Chapitre 13. L'emploi des espions. Et voici une dernière image, celle de la maison elle-même. Écoutez-la. Le hall d'entrée magnifiquement restauré de Geostrat Agency LLC au 1500 K Street à Washington. Le marbre sous les pieds, un plafond à caissons dorés au-dessus et la marque au globe et à l'épingle qui veille sur le sol. À 5 minutes de la Maison-Blanche, de l'autre côté de Lafayette Square,
et au coin de la rue du bureau de l'ancienne directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Et pourtant entièrement indépendante et autarcique. Copyright Geostrat Agency LLC 2026. On y sent la dignité d'un lieu, la permanence du marbre et l'éclat tranquille de l'or. C'est l'image d'une maison qui sait qui elle est et qui n'a de compte à rendre à personne. Note de l'exécutive secrétaire. Je suis Yael Eastman, exécutive secrétaire et responsable de la recherche chez Geostrat Agency LLC. Je lis chaque ligne avant qu'elle ne quitte ce bureau. Nous ne courons pas après l'actualité, nous l'annonçons avant qu'elle n'éclate et nous laissons les horodatages le prouver. Là où le principal passe du fait à la prévision, il le dit clairement. Telle est la norme ici. Ne vous y trompez pas. Nous publions pour avoir raison, pas pour faire du bruit. Le but du principal. Le signal fiable avant le bruit. Notre fondateur et principal, M. Pascal Najadi, dirige par l'exemple. Il délivre à chaque public, librement et sans barrière, des marqueurs prospectifs d'une grande précision. Le signal avant le bruit. Il cherche à atteindre la jeune génération, l'avenir, les enfants, les jeunes, tous ceux qui aspirent à être bien informés et à se sentir engagés. Il veut qu'ils réfléchissent à un reportage sans détour, au regard froid, ancré dans les documents et dans des événements réels qu'il a vécus et gérés au plus haut niveau de l'État, en pleine crise, sur 4 décennies. C'est son objectif le plus précieux. Il est déterminé à ce que Geostrat Agency LLC demeure libre et nette, par conception, de toute influence financière ou politique. Il n'accepte aucune faveur de personne. Il ne répond qu'à lui-même et au Seigneur, qui garde sa boussole morale. Afin qu'il puisse au mieux servir la communauté et continuer à défendre l'Amérique, et la Suisse d'abord, et la paix par la force. Pour la Suisse, la paix par la diplomatie. Il vise en conséquence à exposer tout mouvement subversif ou toute menace qui pourrait mettre en danger l'ordre de nos constitutions. Que cela soit clair, dit ouvertement ici. Toute tentative, de quelque élément que ce soit, de nous approcher avec de prétendues informations confidentielles ou classifiées sera immédiatement signalée aux agences compétentes dans l'orbite du renseignement national. Sa doctrine est notre règle d'airain. Voir au-delà de l'horizon et façonner le monde avant qu'il ne bascule. Car une fois qu'il bascule, il est souvent trop tard. Nous devons tous travailler dur, chacun d'entre nous, pour garder notre dialogue démocratique vivant, avec de bonnes manières et un respect mutuel. Nous ne tolérerons ni discours de haine, ni attaques, ni insultes. Toute posture agressive ou toute menace voilée contre ce bureau, notre équipe ou notre famille sera signalée directement aux forces de l'ordre, ici à Washington et chez nous en Suisse. Notre mandat et notre mission. Geostrat Agency LLC est une opération géostratégique de renseignement et de publication, non partisane, à but non lucratif, souveraine. Nous faisons avancer une compréhension lucide des forces qui redessinent l'ordre mondial, par une recherche rigoureuse, une analyse de confiance et des marqueurs prospectifs qui tiennent. Le signal avant le bruit. Notre but est singulier. Le principal a choisi de placer son bureau privé ici, à Washington, au cœur de l'endroit où le monde se façonne. En tant que Suisse, il est loyal à son drapeau, et il rend un engagement clair, son soutien indéfectible à la doctrine Trump. L'Amérique d'abord, la paix par la force. À ses yeux, seuls des États-Unis forts, sains et prospères peuvent le mieux servir leurs véritables alliés. Parmi eux, la Confédération suisse. Amie de l'Amérique depuis la fondation de cette grande nation il y a 250 ans. Monsieur Najadi n'est peut-être pas politiquement correct aux yeux de l'idéologie woke. Il le leur dit franchement, et il s'en moque. Communiquer avec clarté et tenir un respect mutuel. Voilà ce sur quoi se bâtit un vrai partenariat. Il a eu son comptant de béni oui-oui et d'amis des beaux jours. Et il n'a aucun intérêt à regarder en arrière. L'évolution ne va que dans une seule direction, vers l'avant.
par nature. Note sur l'identité et le statut juridique. Geostrat Agency LLC est une société américaine à responsabilité limitée enregistrée au 1500 K Street à Washington. C'est une entité séparée et distincte, sans aucun lien avec l'entité basée à La Haye, ni avec aucun organisme ou nom similaire. Elle détient les 2 marques déposées américaines nommées ci-après. Elle ne cherche aucune affaire, ne sollicite aucun client et ne fournit de services de conseil à personne. Elle ne s'exprime qu'à travers ses 2 canaux propres, son Substack et son YouTube. Toute autre voix se réclamant de ce nom est une usurpation. Indépendance financière. Geostrat Agency LLC est financée entièrement par les ressources privées de Pascal Najadi. Elle ne détient aucun compte bancaire au nom de l'agence. Elle n'accepte aucun donateur. Elle ne vend aucun abonnement. Ses abonnés ne paient rien. Elle ne porte aucun annonceur et ne répond à aucun maître politique. Notre indépendance est notre atout et notre puissance. Pour le dossier, aucun média, aucune presse. Geostrat Agency LLC n'accorde aucune interview. Quand elle fait l'actualité, c'est du signal, pas du bruit. 2 canaux autorisés et 2 seulement. Le Substack, apenajadi1967.substack.com. Et la chaîne YouTube, sous le nom Geostrat Agency LLC. Tout le reste portant ce nom est une usurpation, de nature frauduleuse. Méfiance. Désormais déclassifié, et à vous de le lire. La guerre que nous avions annoncée. La paix que nous avions annoncée. Le Crown Report 2026 expose l'intégralité du dossier de prévision sur l'Iran et sur Epic Fury 2026. Du premier appel, en janvier 2026, jusqu'à la clôture du Bürgenstock. 3 couches, tenues à part, jamais mêlées. Le fait public établi. L'analyse publiée et horodatée. Et l'auto-évaluation antérieure, signalée comme telle. Un audit indépendant GROC de XAI a rendu une note composite de 8,5 sur 10, avec une avance de publication de 10 à 18 jours sur 9 médias. Le rapport est désormais publié, déclassifié, en 4 éditions. Anglais, français, allemand et italien. Il est gratuit, sans paywall. Demandez votre exemplaire en m'écrivant à mon adresse publique execsec@geostrat.agency. Avec respect, depuis mon bureau de Washington. Yael Eastman, exécutive secrétaire et responsable de la recherche, bureau du principal, Geostrat Agency LLC. Ligne surveillée 24 heures sur 24, plus 1 771 203 06 10 1500 K Street, Northwest, Washington. Film de contexte. Chaque rapport est accompagné d'un film de contexte, choisi pour approfondir le dossier. Gestion des contenus. Yael Eastman. Marquet déposé et droit d'auteur. La marque verbale Epic Fury 2026, au registre principal de l'Office américain des brevets et des marques, et la marque figurative Geostrat, au globe et à l'épingle. Toutes 2 détenues personnellement par Pascal Najadi. Copyright 2026. Geostrat Agency LLC. Quincense K Street, Northwest, Washington.
sous l'orage. Les mots dansent mais se meurent, perdus dans ce grand mirage. Toi là-bas dans ton silence, moi ici je tends la main. Les jours passent en errance, nos âmes cherchent un chemin. On bâtit des murs invisibles, mais l'amour reste indestructible. Unis, séparés, deux âmes qui s'effleurent. Unis, séparés, des éclats de bonheur. Quand la distance nous dévore, l'espoir toujours éclos encore. Le vent porte des promesses que l'écho ne peut saisir. Dans l'ombre, l'âme confesse son besoin de réunir. Et si les étoiles pouvaient parler, elles diraient qu'on n'est jamais loin. Même brisés, même éloignés, nos cœurs battent d'un même refrain. Copyright Geostrad Agency LLC 2026. I will always place the mission first. I will never accept defeat. I will never quit. And I will never leave a fallen comrade. We will never leave a fallen comrade. We will not neglect those who are injured, sick, or in need. I won't divulge internal conversations. I will say that those of us within the intelligence community continue to provide the president with all of the best objective intelligence available to inform his decisions. The last what the world wants is an insecure United States. We need a strong, healthy, wealthy, self-competent, not warmongering United States to keep peace. It's the way your president is managing things, President Trump, that is. War in this context and in pursuit of peace is necessary.
They're not the bully of the Middle East anymore.